Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session de live démo de la ISFAR 2022. Et donc, cette session de live démo va se consacrer à l'anesthésie pédiatrique et avec Christelle Sola qui va m'accompagner, qui travaille en anesthésie-réanimation pédiatrique à Montpellier. Nous allons vous montrer comment finalement, en anesthésie pédiatrique, l'échographie va pouvoir nous aider en termes de repérage, de guidage, de prise de décision, de changement peut-être de stratégie. Et nous allons donc dérouler un cas clinique réel qui va vous montrer l'utilité de l'échographie dans différents domaines de l'anesthésie pédiatrique. Donc nous allons dérouler ce cas. Initialement, nous allons vous présenter des images, des vidéos d'échographie, de l'échographie gastrique, de l'échographie des voies veineuses périphériques, de l'écho ALR, de l'écho des voies aériennes supérieures. Et ensuite, nous passerons à côté pour faire de l'échographie en vrai sur un mannequin qui est venu spécialement de Paris, donc juste à côté. Samy qui a eu la gentillesse de venir et de nous montrer son estomac, ses voies aériennes, ses abdos, pour vraiment vous montrer l'utilité et l'apport que peut avoir l'échographie en anesthésie pédiatrique. Donc nous allons commencer tout d'abord pour vous dire que cette écho, elle peut être étendue à différents domaines qui vont pouvoir nous aider pour la prise en charge de notre petit patient. Alors, un cas clinique, donc je vous présente Alex, 8 ans, un poids de 35 kg, qui doit venir au bloc opératoire pour une torsion testiculaire. Donc il décrit une douleur depuis à peu près 18 heures. Son dernier repas date de 15 heures et qui consiste en l'ingestion de 2 chips selon les parents. Et puis donc on vous annonce le bloc à 22 heures. Donc on va pouvoir se poser une première question, c'est-à-dire comment allons-nous endormir cet enfant? Quel type d'induction allons-nous recourir? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une induction inhalée? Est-ce qu'on doit faire une induction intraveineuse, notamment à séquence rapide? Et pour cela, finalement, ce que nous souhaitons savoir, c'est le statut gastrique. Est-ce que son estomac est vide? Est-ce que son estomac est plein? Et donc, pour évaluer ce statut gastrique, nous allons pouvoir utiliser l'échographie. Nous allons du coup étudier l'antre gastrique et je pense que vous commencez à connaître ce fameux grade de Perlas qui a été démontré par l'équipe canadienne. Et il y a donc 3 grades. Le grade 0 qui représente en fait un estomac complètement vide dans 2 positions. Une première position qui est on place l'enfant en décubitus dorsal, puis une deuxième position où l'enfant va se tourner en décubitus latéral droit afin qu'à ce moment-là, toute l'air qui va éventuellement se trouver dans l'antre gastrique va pouvoir se retrouver dans le corps gastrique et éventuellement, s'il y a du liquide ou du solide, va pouvoir se retrouver dans l'antre. Et donc, on va augmenter la sensibilité de cet examen. Donc, le grade 0, vide en position dorsale et en latéral droit, ce qui implique un risque d'inhalation extrêmement faible. Le grade 1 correspond à un antre gastrique qui paraît vide en décubitus dorsal, mais par contre qui commence à se remplir avec du liquide en décubitus latéral droit. Et ce grade nous permet d'affirmer que le risque d'inhalation est également assez faible. Par contre, lorsqu'on arrive à visualiser du contenu, alors soit liquide, soit solide, dès le décubitus dorsal, à ce moment-là, bien sûr, en décubitus latéral droit également, à ce moment-là, c'est un grade 2, et à ce moment-là, l'implication fait que probablement le volume gastrique est supérieur à 1,5 ml par kilo, et qui suggère à ce moment-là un risque d'inhalation élevé. Donc vous voyez que ce grade, donc c'est une étude, on va dire, qualitative et non quantitative. Ce grade va nous permettre à peu près de définir notre stratégie d'induction anesthésie. Alors, quelques images initialement. Donc, nous allons étudier, comme je vous l'ai dit, l'antre de l'estomac, donc l'antre gastrique, et les principaux repères qui sont faciles à visualiser sous échographie se trouvent être le lobe gauche du foie, qu'on trouve en haut sur la page. Et juste sous ce lobe hépatique, nous allons retrouver une structure qui est entourée d'une image anéchogène, qui est en fait la musculeuse de l'antre gastrique. Il est important de pouvoir voir sa paroi antérieure, sa paroi postérieure. Et quand l'antre gastrique est vide, en fait, cette cavité est assez virtuelle. Et nous allons pouvoir voir, comme on peut visualiser sur un examen endoscopique, en fait, les villosités de
de l'antre gastrique qui apparaît comme des structures hyperéchogènes. Donc ici, vous avez un estomac qui est vide. On voit que la musculeuse, donc cette structure anéchogène qui entoure l'antre gastrique, cette structure, elle est assez épaisse. Donc ça fait une sorte d'œil de buffle, comme on dit en anglais. Voilà une petite vidéo dynamique, parce que je vous rappelle toujours quand même que l'échographie, ça doit être dynamique pour rechercher la plus belle image. Donc, nous pouvons repérer le lobe gauche du foie et juste en dessous, donc au niveau postérieur, nous avons l'antre gastrique qui est entouré de sa musculeuse. Alors, nous avons vu un estomac qui est vide. Voici donc un exemple d'estomac plein. Vous voyez que finalement l'antre gastrique s'est ballonisé, que la musculeuse s'est affinée, donc la structure anéchogène qui entoure l'antre gastrique est beaucoup plus fine. Et nous allons pouvoir affirmer que ce contenu est liquide. Vous voyez que c'est dynamique, ça bouge. C'est plutôt anéchogène avec des structures hyperéchogènes qui en fait se trouvent être de l'air. Et par contre, en bas à droite de votre écran, vous allez pouvoir voir un estomac qui est plein de solides avec des structures qui est plutôt hétérogène, un petit peu qui ne bouge pas énormément, surtout après un repas, immédiatement après le repas. Et vous voyez que déjà, nous allons pouvoir identifier quel type de contenu se trouve dans l'antre gastrique. Alors, après, bien sûr, il y a des images qui ne sont pas parfaites dans la vie de tous les jours, et ce qui peut nous gêner, donc ça c'est le propre de l'échographie, c'est tout ce qui est structure aérique, qui va nous donner un cône d'ombre en fait avec des flèches hyper échogènes. Et vous voyez que finalement, il ne faut pas hésiter, je reviens en arrière pour vous relancer le film, à mettre un petit peu de pression avec votre sonde sur l'estomac. Vous voyez qu'on n'arrive pas forcément à voir la paroi antérieure et la paroi postérieure, mais à un moment, vous voyez que sur le côté gauche de l'écran, vous voyez apparaître des contenus solides, et à ce moment-là, l'examen peut s'arrêter, et nous pouvons affirmer que cet estomac est plein. Alors, vous savez que, notamment par exemple, les sténoses hypertrophiques du pylore, c'est des enfants qui sont moins de 3 mois et donc qui n'ingèrent pas de solide. Donc, ils ingèrent essentiellement du lait. Donc, c'est une structure liquidienne. Et n'hésitez pas à contrôler sous échographie si l'enfant a une sonde nasogastrique qui est en place. Et vous allez pouvoir contrôler en direct l'efficacité de votre aspiration au travers la sonde nasogastrique. Et vous allez pouvoir définir si finalement vous avez pu vider complètement ou pas. Là, on voit vraiment l'antre gastrique être en train d'être vidé par l'aspiration. Et finalement, vous allez pouvoir contrôler sous écho. Initialement, votre antre gastrique était plein, donc nous avions un haut risque d'inhalation. Et suite à l'aspiration à travers la sonde nasogastrique en place, vous allez pouvoir vider cet estomac et vous changer votre stratégie d'anesthésie, puisque finalement, l'antre gastrique, donc l'estomac, se retrouve vide avec un risque d'inhalation qui est beaucoup plus faible. Et vous allez pouvoir du coup effectuer une stratégie d'induction inhalatoire. Alors ici sur cette image, puisque l'échographie n'est pas sensible à 100%, on ne va pas pouvoir vous dire dans 100% des cas que l'estomac est vide ou plein. Donc là, nous vous montrons quand même des images où finalement l'échographie ne sera pas contributive, puisque comme vous pouvez le voir sur les différentes images, nous pouvons voir la paroi antérieure, mais la paroi postérieure n'est pas visible, donc vous ne pouvez pas dire si cet estomac est vide ou plein, et à ce moment-là, cet examen échographique ne sera pas contributif, et à ce moment-là, la stratégie d'induction se basera bien sûr sur l'interrogatoire, sur l'anamnèse et sur l'examen clinique. Alors, on revient à notre cas clinique, Alex, avec ces 2 chips. C'est vraiment un cas clinique arrivé récemment. Donc, il avait mangé 2 chips à 4 heures avant. Donc, vous voyez sur l'image de gauche sur votre écran, donc à H4, nous pouvons voir la paroi antérieure, la paroi postérieure. Vous voyez que cet antre gastrique est un petit peu ballonné et vous pouvez voir des structures à l'intérieur de cet antre gastrique. Là, nous pouvons confirmer que cet estomac est plein.
Grâce à l'échographie, finalement, nous allons pouvoir aussi évaluer la cinétique de la vidange gastrique. Donc, à H4, cet enfant n'était pas considéré comme un estomac vide. En fonction, bien sûr, de l'urgence chirurgicale, on peut discuter avec le chirurgien si nous pouvons attendre un petit peu et à ce moment-là, répéter l'échographie. Et nous voyons finalement qu'à H6, c'est-à-dire 6 heures après l'ingestion de ces 2 chips, l'estomac se retrouve encore plein. Donc nous allons pouvoir finalement personnaliser cette cinétique de la vidange gastrique et à ce moment-là, ne pas attendre éventuellement la durée du jeûne et effectuer une induction à séquence rapide dans ce cas-là. Donc vous voyez que l'échographie gastrique, en tout cas l'évaluation qualitative, va pouvoir définir si l'antre gastrique et donc l'estomac est vide, donc sans risque d'inhalation, ou plein à risque d'inhalation. Et nous allons pouvoir adapter notre stratégie d'induction anesthésique. Alors, deuxième partie de ce cas clinique, donc vous avez confirmé votre stratégie d'induction, mais vous connaissez bien en anesthésie pédiatrique, une situation qu'on craint le plus, c'est la pose de la voie veineuse périphérique. Nous n'avons pas tous des enfants qui sont parfaitement avec des belles veines visibles, et nous avons régulièrement ce genre d'enfants, on est tout content de les avoir, ils sont potelés, ils sont mignons, mais malheureusement, quand arrive l'indication de pose de la voie veineuse périphérique, on peut être embêté. Alors vous savez qu'il y a des scores qui permettent de prédire la difficulté de pose de voie veineuse périphérique. Et ce qu'il est important, c'est d'avoir notre appareil d'échographie en salle pour finalement ne pas perdre du temps à poser cette voie veineuse périphérique, comme on peut voir sur ces différentes photos qui, on le prédit tous, risquent d'être compliquées, d'avoir une perte de temps avec un enfant qui commence à se débattre, à crier, qui, du coup, dans une situation qui se retrouve beaucoup plus difficile. Donc finalement, est-ce que l'échographie va nous permettre de pouvoir poser plus facilement ces voies veineuses périphériques? Il y a de plus en plus de littérature pédiatrique sur le sujet, donc oui. Alors déjà, on va pouvoir voir si la veine est présente, donc en saphène, souvent c'est les veines du pli du cou, les veines brachiales, la veine céphalique, la veine basilique. Nous allons pouvoir piquer en direct sous échographie, je vais vous montrer quelques vidéos par la suite, et nous allons pouvoir voir également finalement le cathéter, donc c'est-à-dire si le cathéter est bien en intravasculaire et pas en extravasculaire avec un risque de diffusion. Et donc, on vous a dit, nous allons faire d'abord un repérage, c'est-à-dire est-ce que la veine saphène existe? Et là, par exemple, dans cet exemple, finalement, on s'aperçoit que cette veine, finalement, elle est déjà thrombosée. C'est un enfant qui a été multipiqué. Et l'échographie va nous permettre d'éviter de piquer cet enfant inutilement, puisque même sous échographie, bien sûr, nous n'allons pas arriver à cathétériser ce vaisseau. Alors, on peut avoir une coupe transverse de la veine avec la veine en coupe transverse et un abord hors du plan, ou quand nous pouvons faire, on tourne la sonde à peu près de 90 degrés pour avoir finalement la veine en coupe longitudinale et pouvoir effectuer une ponction dans le plan pour voir vraiment toute l'aiguille sur le trajet. Sachant qu'il faut se rappeler que chez l'enfant, les veines sont assez élastiques et sont très sensibles à la pression de la sonde. Donc attention à la pression de la sonde, puisque rien qu'en mettant la sonde, vous pouvez faire disparaître la veine. Donc n'hésitez pas à être dynamique, à relâcher un petit peu la pression pour visualiser cette veine. Alors, donc nous allons pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, ponctionner directement dans le champ, donc voir si on est bien en place. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de le revoir, je vais vous le repasser. Mais ici, en direct, donc coupe transverse, ponction hors du plan. Et vous allez voir que finalement, hop, on a un hématome qui se crée en direct. Donc, on va arrêter de ponctionner cet enfant, puisque ensuite l'hématome va comprimer, nous n'allons pas pouvoir cathétériser cette veine. Donc encore une fois, l'échographie va nous aider à diagnostiquer des complications de la pose de voie veineuse périphérique. Alors sur ces différents films, alors, je suis désolée, le pointeur ne marche pas très bien. On va attendre un petit peu. Mais donc, c'est deux films qui vous montrent des ponctions dans le plan. Pardon, excusez-moi. Une coupe transverse de la veine avec une ponction
hors du plan et le film au milieu vous montre que cette échographie, cette approche doit être dynamique. C'est-à-dire que nous allons pouvoir voir directement la progression de l'extrémité de l'aiguille dans la veine. Et effectivement, souvent, c'est qu'on nous fait la remarque quand les gens nous regardent piquer sous écho, on arrive à ponctionner la veine. À ce moment-là, nous avons un retour de sang dans le cathlon. À ce moment-là, on nous dit « c'est bon, tu as un retour ». Ne vous arrêtez pas là, essayez de cathétériser sous contrôle échographique, d'avancer un petit peu plus l'extrémité de l'aiguille, on peut le voir sur ce film, pour être sûr à 100% que finalement l'extrémité de l'aiguille et donc le cathéter soit en intravasculaire et non pas en extravasculaire. Donc vraiment, cette approche doit être dynamique. Ensuite, finalement, on ne va pas s'arrêter là, puisque grâce à l'échographie, qui est encore un contrôle direct, nous allons pouvoir vérifier l'injection sous écho. Puisque de temps en temps, on a l'impression qu'on est bien en intravasculaire, on arrive à monter le cathéter, et puis lorsqu'on injecte, on voit classiquement sans échographie que la veine lâche et nous avons un hématome. Et bien, finalement, nous allons pouvoir contrôler cette injection sous écho et vérifier qu'il n'y a pas de diffusion extravasculaire. Donc une fois que vous avez posé votre voie veineuse périphérique, ne vous arrêtez pas là, reprenez votre sonde et injectez directement sous écho pour être sûr que votre cathéter est bien en intravasculaire. Donc voilà pour les deux premières parties que je vous ai présentées, l'échographie gastrique et l'échographie des voies veineuses périphériques. Et du coup là, je vais laisser la parole à Christelle Sola qui va vous parler de deux autres thématiques que sont les voies aériennes supérieures et l'anesthésie locorégionale. Merci beaucoup Mathilde. Donc effectivement, on continue notre tour du propriétaire. Là, on a déjà vu son estomac, on sait comment on va pouvoir induire. On a vu aussi comment on allait pouvoir le perfuser. Et finalement, après notre technique d'induction, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir instrumenter ces voies aériennes supérieures? Alors, échographie et voie aérienne supérieure, ça peut paraître un petit peu farfelu, je vous l'accorde, mais finalement, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle et on voit qu'on a des publications assez fréquentes finalement sur le recours à ces ultrasons pour évaluer les voies aériennes supérieures. Alors, quelle indication? Bon, clairement, savoir quelle taille de sonde je mets, et notamment je pense à ces enfants qui ont ou une suspicion à un antécédent de sténose sous-glottique, et bien ça peut être utile de pouvoir anticiper la sonde qu'il va me falloir. On pourra également éliminer une intubation œsophagienne, on va le voir tout à l'heure sur les prochaines vidéos, mais clairement on peut voir si la sonde est en place ou si elle n'est pas en place. Ce qui me paraît être quand même extrêmement pertinent, c'est de pouvoir localiser la membrane cricothyroïdienne. Certes, c'est une technique qu'on n'a pas du tout envie de faire, mais parfois quand on est face à l'urgence, ce sera la seule et unique recours qu'on aura pour pouvoir ventiler ou en tout cas oxygéner notre patient. Et vous le savez tous, en pédiatrie, ce sont des procédures qui sont grevées d'un taux d'échec extrêmement important, avec un taux de complication souvent au-delà de 60 à 70%. Donc le fait de pouvoir la localiser, cette membrane, clairement, ça va nous prédire est-ce que je suis à même à faire cette crico ou est-ce que tout simplement la membrane est beaucoup trop petite, ce qui est très souvent le cas, notamment chez l'enfant de moins de 7-8 ans. On a une membrane qui est quasi inexistante. Eh bien, clairement, il faudra choisir une autre stratégie. Et puis, des choses un petit peu anecdotiques, je pense notamment aux ORL, qui s'amusent à faire de l'échographie pour estimer la taille des amygdales, évaluer la mobilité des cordes vocales, mais également rechercher l'étiologie des stridors. Alors, je vous ai mis cette petite pancarte ici, c'est sûr, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Mais enfin, ici, on peut s'amuser un petit peu. Juste, ça, voilà, clairement, c'est une laryngomalacie. Vous voyez clairement qu'en expiration, eh bien, on a des cordes vocales qui sont en plein glottique qui est ouvert, mais à l'inspiration, il n'y a plus rien qui se passe. Les aryténoïdes remontent et on a une occlusion complète qu'on peut voir également sur l'image échographique eh bien, du plan glottique. Ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Sinon, déroulons un petit peu le propriétaire, on le verra en direct, mais c'était important de poser les structures parce que finalement, c'est une échographie qui est simple, d'autant plus que ce sont des structures qu'on connaît parfaitement, mais encore faut-il avoir bien repéré les choses. Là, on est au niveau du cartilage thyroïdien, vous le voyez, on pose la sonde d'échographie sur un patient qui est en position neutre ou avec une légère hyperextension de la tête et on va vouloir apparaître, eh bien,
le cartilage thyroïdien, vous voyez, qui est un petit peu hypoécogène finalement. Si je vous remets cette image-là, même si là, ça paraît moins, c'est vraiment du cartilage. Au milieu, la commissure antérieure d'où partent les deux cordes vocales. Sur le côté, les bandes ventriculaires ou les fausses cordes vocales. Et vous voyez le sternoclédomastoïdien. Et en arrière, des structures hyperécogènes qui représentent en fait les aryténoïdes. Alors ça, c'est un larynx de 8 ans. Et clairement, sur un larynx de 4 mois, vous allez voir que ces structures sont identiques, mais un petit peu moins faciles à identifier. Et pour autant, ce sont exactement les mêmes. Le cartilage thyroïdien avec les cordes vocales que vous pouvez voir ici en dynamique sur un enfant qui était en AGVS. On continue un petit peu et on descend d'un cran, on arrive sur le cricoïde, donc le relief qui est juste en dessous finalement de notre relief thyroïdien. Et vous voyez ici que le cartilage cricoïdien, comme le cartilage thyroïde, apparaît en hypoécogène. Je vous fais la balance en avant, en arrière. Et il y a deux choses qui vont être capitales de repérer et qui sont vraiment pathognomoniques de cette région-là. C'est non seulement l'interface air-muqueuse, c'est cette espèce de bande hyperécogène que vous pouvez voir juste derrière le cartilage, et les artefacts de répétition qu'on voit en dessous de cette interface. Ça, c'est vraiment deux repères importants qu'il va falloir retenir. Alors, on va ici pouvoir clairement mesurer. Vous savez que le cricoïde, c'est l'endroit le plus petit, notamment sur les voies aériennes de l'enfant. C'est vraiment l'espace le plus réduit. Et ici, vous allez pouvoir mesurer votre colonne d'air à cet endroit-là et pouvoir choisir la bonne taille de sonde en se rappelant bien que, attention, un diamètre externe, diamètre interne, c'est pas du tout la même chose. On descend d'un cran encore, et là on va voir plein de structures qu'on n'avait pas encore vues avant apparaître. On est au niveau des anneaux trachéaux, et là apparaît la thyroïde. On ne voyait pas la thyroïde avant, la glande n'était pas là. Il faut savoir que l'isthme thyroïdien, il va se retrouver généralement au regard du deuxième, troisième anneau trachéal. Mais vous voyez également apparaître l'œsophage ici à gauche, qui est sur le côté de la trachée. Alors là, on a de la chance, cette image, elle est très très belle, et chez l'enfant de 8 ans et chez l'enfant de 4 mois. Parfois, l'œsophage, on ne peut pas le voir parce qu'il se situe en arrière de la trachée. Mais là, clairement, on a cette structure qui est ovalaire et qui est un petit peu striée, qui apparaît. Ici encore, vous pouvez mesurer la taille de la trachée. Et ici encore, on a toujours nos deux repères. Le repère, ça ne marche plus, je ne peux plus avancer. Alors, ça ne marche plus. J'avais le pointeur. Le voilà. Et ici encore, on retrouve toujours cette interface air-muqueuse et ces artefacts de répétition sur une trachée qui n'est pas intubée. Pourquoi je vous dis ça ? On le reverra après, mais ici, trachée non intubée en dynamique, on voit bien notre thyroïde, ce qui nous permet de savoir qu'on est au niveau trachéal, et les échos de répétition. Et si vous concentrez votre attention sur l'œsophage, vous allez pouvoir voir ce mouvement de déglutition et hop, la salive qui arrive directement dans l'œsophage. Encore une fois, allez, parce que je l'aime bien. Alors, ce qui est probablement le plus pertinent, c'est clairement le repérage de la membrane cricothyroïdienne. Il faut savoir que chez l'adulte, cette membrane, elle fait environ entre 0,8 et 1,2 cm. Chez l'enfant, elle peut être inexistante, faire 2-3 mm et être invisible. L'objectif, ça va être clairement ici d'aller repérer cette membrane en balayant le cartilage thyroïdien. Hop, je descends, j'ai un moment juste maintenant où je n'ai plus de cartilage pour retomber ensuite sur le cartilage cricoïde. Et en montant comme ça, clairement, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'avez que la peau et l'interface air-muqueuse. Et ça, c'est vraiment le moyen strict de repérer la membrane. Vous pouvez également le faire dans l'autre axe, c'est-à-dire en longitudinal. On va retrouver les repères, donc ici longitudinal, et les repères en fait, ce sont ceux-là. Le cartilage cricoïde, ça va venir. Vous voyez cette hypoécogénéité en plein centre de l'écran, juste sur la flèche, et ça, c'est clairement le cartilage cricoïde. J'ai toujours le pointeur, hop, le voilà, ça y est, merci beaucoup. Le cartilage cricoïde, donc que vous voyez ici, avec son artefact de répétition. Vous voyez le cartilage thyroïdien, en tout cas la fin du cartilage thyroïdien, et en suivant les anneaux trachéaux. Toujours cette interface air-muqueuse et la membrane qui est ici parfaitement identifiée. Et vous regardez à peu près la distance, si vous prenez le curseur de mesure qui est sur le côté droit, et bien vous voyez que cette membrane-là, elle fait même pas 1 cm.
Je vous les remets. Avant intubation, on a notre air hyperéchogène, enfin notre interface, pardon, hyperéchogène air muqueuse et nos échos de répétition, alors qu'après intubation, eh bien, on perd complètement les échos de répétition. Suivante, s'il vous plaît. Merci. Et là, vous voyez que chez ce patient qu'on était en train d'intuber, eh bien, on a toujours nos artefacts de répétition. Donc, clairement, cette trachée n'est pas intubée, alors qu'on peut la repérer directement dans l'œsophage. Vous voyez, cet œsophage qui n'est plus du tout plat comme on avait pu le voir avant, mais qui est ballonisé, ou en tout cas qui montre clairement qu'il est plein d'une sonde d'intubation. On va aller très vite sur l'anesthésie écho-régionale parce que ça, tout le monde le connaît, puis on le verra en direct. Mais clairement, l'échographie, pour la LR, c'est maintenant la plupart des blocs qui sont faits sous échographie. Hein. C'est 80-90% de la LR des membres et la quasi-majorité des blocs du tronc. Il y a peut-être que finalement la LR centrale, pardon, qui parfois peut bénéficier d'un repérage, et c'est tout l'intérêt, et parfois un petit peu moins du guidage. Et oui, on était sur la torsion testiculaire, il va falloir faire une analgésie. Je vous parle de ce bloc ici parce que vous imaginez bien que je vais avoir un petit peu de difficulté à faire ça en live démo. Donc on va en parler ici, je vais vous montrer les images ici de ce bloc pudendal qui peut être fait non seulement, vous le savez, en neurostime, hein, ça c'est ce qu'on avait l'habitude de faire avec le fameux clin d'œil anal lorsqu'on était dans la fosse ischio-rectale, mais on peut tout à fait le faire en échographie. Il suffit de poser la sonde. Et on a le rectum qui apparaît comme hypoéchogène, l'ischio de l'autre côté qui apparaît comme hyperéchogène, et au milieu, cet espace cellulo-graisseux qui est donc la fosse ischio-rectale avec nos fascias. On va pouvoir piquer, et vous voyez ici, hein, on sent très très bien les ressauts. Là, on sent le ressaut qui passe avec cette structure qui descend. On a passé le fascia, et ensuite, petit à petit, on va pouvoir avancer jusqu'à ce que on ait. Hop, là, je vous le remets. Du coup, si la vidéo veut bien se mettre en route, celle d'avant, elle part pas. Ça y est, elle est partie. Si vous êtes un petit peu vigilant, vous verrez qu'à la fin de la procédure, on injecte l'anesthésique locale et on voit toute cette structure cellulo-graisseuse qui va remonter vers le haut parce qu'elle est poussée par l'anesthésique, la solution d'anesthésique locale. Ça va arriver tout de suite, voilà, là c'est en train de remonter. Et donc là, clairement, toute anesthésie ou analgésie du périnée, ça va être vraiment très utile. Je vous rappelle qu'on était avec Alex et chez SIPS, mais aussi sa torsion testiculaire, et donc il va falloir penser à faire une analgésie inguinale, hein, parce que l'abord d'une orchidopexie, c'est un abord inguinoscrotal, et donc on peut balayer complètement avec l'échographe notre paroi abdominale pour aller faire le bloc adéquat. Je voulais également vous parler de la caudale, parce que clairement, ça peut être tout à fait une indication à la caudale, les blocs centraux, et on peut, en échographie, repérer vraiment très bien toutes nos structures. Vous voyez ici la moelle épinière, puis le cône médulaire, et au final, les racines de la queue de cheval qui viennent se plaquer sur la face antérieure du canal rachidien. On va passer. Ça aussi, c'est pour vous montrer qu'on allait pouvoir repérer également notre hiatus sacré. Donc sur la diapo suivante, on repère clairement ici le cul-de-sac dural, nos vertèbres sacrées, hein, avec un cul-de-sac dural qui vient se terminer à hauteur de la deuxième vertèbre sacrée. On voit le hiatus sacré et en dynamique, on peut voir notre injection se faire. Vous voyez ici, on est en dynamique, on voit l'aiguille arriver. Et on va pouvoir voir l'injection avec ce fameux mouvement antérieur de la dure mère postérieure qui signe réellement qu'on est vraiment en place. On l'a dit en introduction, Mathilde nous l'avait annoncé, hein, clairement, l'échographie, ça va nous permettre de choisir notre stratégie anesthésique. On va pouvoir s'en servir en repérage comme en guidage. Et clairement, ce sera un gage également de sécurité, de précision. Et vous l'avez vu, hein, en pédiatrie, on a vraiment des images qui sont magnifiques. Je vous laisse sur cette dernière diapo, puis on va passer maintenant à la partie en live démo. Je ne peux quand même que prendre 30 secondes pour vous rappeler que dans 15 jours, on est tous en direct à Montpellier pour le 39e congrès de la DARPEF. Et je vous retrouve tout de suite juste à côté. Bien, merci beaucoup Christelle pour cette
superbe présentation sur l'échographie, donc notamment les voies aériennes et sur l'anesthésie locorégiale. Et c'est du live démo. On a vu en direct avec les petits problèmes de vidéo pour vraiment vous montrer qu'on est en direct. Hein, c'est pas une reproduction. Et donc, nous sommes avec Samy. Samy, merci beaucoup d'être venu et de participer à ce fameux e-congrès de l'ASFAR. Et donc, grâce à Samy, nous allons pouvoir appliquer ce qu'on a vu sous écho. C'est toujours bien de voir sur un patient. Donc, Samy, tu as quel âge ? 14 ans. On va d'abord voir, comme on l'a vu pour le cas clinique, c'est-à-dire on a un enfant, on doit l'endormir et on se pose la question du statut gastrique de ce patient pour pouvoir adapter et du coup personnaliser notre stratégie d'induction. Donc pour faire l'échographie gastrique, est-ce que tu peux remonter ton t-shirt s'il te plaît ? Comme on l'a vu sur la présentation, nous allons rechercher une image de l'antre gastrique, hein, pas du corps gastrique, avec les différents repères qui sont assez faciles à avoir. Hein, n'importe quel anesthésiste peut repérer le foie. Nous allons faire une coupe transverse de l'antre gastrique et pour ceci nous allons poser la sonde juste au niveau de la pointe xiphoïde, juste en dessous. Là, vous allez pouvoir repérer ce fameux foie, donc c'est assez facile à repérer. Je descends un peu pour essayer, je vais en direction du coup caudale. J'essaie de repérer ce fameux lobe gauche du foie qui est juste ici, juste sous la peau. Et comme je vous l'ai dit dans la présentation, juste en postérieur du lobe gauche du foie, nous allons pouvoir essayer de voir l'antre gastrique, et on le voit très bien ici. Vous voyez que c'est une structure, on essaie d'avoir la plus arrondie possible, avec une structure anéchogène autour, donc qui est la musculeuse de l'antre gastrique. On voit la paroi antérieure, la paroi postérieure, et vous voyez que finalement cette musculeuse est assez épaisse avec le bord antérieur et le bord postérieur qui est presque jointif. Et donc sur cette image, donc je vous rappelle que l'enfant est en décubitus dorsal, nous pouvons affirmer que cet antre gastrique est vide. Pour avoir quand même quelques repères, si nous souhaitons faire des mesures, sachant que les formules chez l'enfant ne sont pas vraiment validées, et il faut encore travailler là-dessus, il faut repérer les différents repères que sont les vaisseaux, donc soit l'aorte, soit l'artère mésentérique supérieure. Donc, comme je vous ai parlé dans la présentation, il y a plusieurs grades de Perlas hein, pour faire l'évaluation qualitative. Donc, vous voyez qu'en décubitus dorsal, l'antre paraît vide, mais pour affiner notre évaluation, nous allons devoir mettre l'enfant en décubitus latéral droit. Donc, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te tourner sur le côté droit, excellent, pour vérifier finalement le statut en latéral droit. Et donc, on reprend les repères, le lobe gauche du foie, une structure en dessous avec cette structure anéchogène qui est la musculeuse. Ici, vous voyez que nous avons plutôt la structure qui est un peu aplatie, et ça veut dire que nous avons une coupe longitudinale du corps gastrique, et donc il va falloir affiner votre écho. Nous allons nous déplacer plutôt vers la droite du patient pour essayer d'avoir une forme ovale, la plus ovale possible, pour savoir si on est bien dans l'antre. Et vous voyez qu'ici, à nouveau, la musculeuse est assez épaisse, d'accord, la paroi antérieure, la paroi antérieure, et vous voyez que finalement, en décubitus aussi latéral droit, l'estomac paraît vide. Donc nous avons un grade 0 de Perlas. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu avais mangé la dernière fois ? Est-ce que tu t'en souviens ? À 10 heures. Donc là, il est 14h30. Vous voyez que finalement, on est à 4 heures, sachant que Samy avait mangé des fruits et puis une petite madeleine, si je me souviens bien, avec un jus de pomme. Vous voyez, donc là, on a pu personnaliser finalement la vidange gastrique en fonction de l'heure du repas. Donc vous voyez bien le corps gastrique. Je me dirige plutôt vers la droite du patient. Et vous voyez ici, on va essayer d'approfondir un petit peu. Il faut parfois savoir appuyer un petit peu avec votre sonde pour, d'une part, chasser l'air et ensuite pour regrouper les structures qui rend finalement l'image un petit peu plus échogène et plus visible. Là, on voit très bien. Alors, vous voyez, il y a un
tout petit peu de liquide. Je vous rappelle que de toute façon, l'estomac sécrète du liquide gastrique en permanence. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de liquide qu'on voit. Donc, on voit que c'est anéchogène et qui bouge un peu. Mais là, on peut affirmer du coup que c'est un grade 0 de perlasse avec un estomac qui est vide. Et si je dois, par exemple, endormir aujourd'hui Samy, à ce moment-là, je peux faire une induction classique par voie inhalatoire, en tout cas sans avoir recours à une induction à séquence rapide. Alors, ensuite, nous allons pouvoir voir, nous avons parlé de la pose de voie veineuse périphérique sous échographie. Alors là, effectivement, Samy est grand, il n'y a pas de problème d'abord vasculaire, mais quand même pour vous montrer, donc je vais prendre juste ton bras, on va faire un petit garrot. À ce moment-là, toujours bien régler votre appareil d'écho en fonction de la profondeur. Là, nous avons une profondeur qui est un peu plus importante du fait que nous voulions évaluer l'estomac. Là, bien sûr, les veines chez l'enfant et d'ailleurs aussi également chez l'adulte sont beaucoup plus superficielles. Donc attention à bien régler votre profondeur. Et donc nous allons pouvoir évaluer les différentes veines chez Samy. Un peu plus. Hop, donc le petit garrot. Donc effectivement là on les voit. Nous posons la sonde, toujours bien savoir où est la gauche et la droite de votre écran. Et nous allons pouvoir faire balayer le champ pour avoir finalement la meilleure image échographique pour ponctionner la veine au meilleur endroit. Donc sur l'écran, vous voyez que nous avons une structure ovale anéchogène. Lorsque j'appuie, cette structure est dépressible, donc nous pouvons affirmer que c'est une veine. Attention, petit bémol, chez les tout petits, l'artère peut être également compressible. Normalement, on fait la distinction chez l'adulte entre la veine et l'artère, savoir si l'artère n'est pas compressible par la pression de la sonde. Chez les tout petits, elle est compressible, donc attention, il peut y avoir quelques pièges. Et vous voyez que finalement, cette veine, donc là on est au pli du coude, on voit une belle veine. Effectivement, il y en a d'autres à côté, mais qui paraissent beaucoup plus petites avec l'artère juste à côté, donc on va finalement trouver l'image la plus sécuritaire, donc plutôt une veine qui est à distance de l'artère pour éviter une ponction artérielle, et je vais pouvoir la dérouler pour essayer de voir où se trouve son meilleur calibre, et on voit qu'ici elle est parfaitement d'un diamètre optimal pour pouvoir piquer, donc soit une approche, comme je vous l'ai dit, hors du plan, donc coupe transverse et une approche hors du plan, ou si nous effectuons une rotation de la sonde de 90 degrés, ce qui est parfois un petit peu difficile, mais on y arrive toujours. Vous voyez que j'arrive à avoir une coupe transverse de cette veine. Alors attention à la pression, vous voyez que cette veine est très superficielle et que si j'appuie un petit peu, là j'appuie pas si fort que ça, j'espère, Samy, finalement, cette veine s'écrase et on a l'impression qu'il n'y a pas de veine. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre l'écho, surtout sur des enfants où on voit qu'il est difficile à piquer. On regarde, on fait d'abord ce qu'on appelle un tour du propriétaire. On regarde au niveau du bras. N'oubliez pas la saphène, on est en antérieur de la malo interne. Donc, faites le tour de propriétaire. Trouvez l'image la plus belle, la plus sécuritaire, avec la veine de diamètre la plus optimale. Et ensuite, vous piquez en direct sous échographie. N'oubliez pas de bien monter le cathéter sous échographie et n'oubliez pas également de contrôler votre diffusion, votre injection en direct sous échographie. Donc nous avons vu qu'on pouvait endormir Samy finalement de façon sécuritaire sans devoir poser une voie veineuse périphérique ou faire une induction à séquence rapide. Nous avons pu voir que nous pouvons poser cette voie veineuse périphérique sous écho et finalement nous allons pouvoir, là je passe la parole à Christelle pour les voies aériennes supérieures et pour l'anesthésie régionale. En attendant, puisque Samy est à jeun depuis un certain temps et nous avons vu que son estomac est vide et comme on fait de la pédiatrie, qu'on est très gentil, on va pouvoir lui donner un petit peu de jus de pomme pendant que Christelle s'installe. Est-ce que tu veux faire la déglutition ? On va tout à l'heure. Vas-y, tu peux voir un peu. Alors j'en profite puisqu'il y a déjà des questions qui arrivent sur le chat. Je vous rappelle que n'hésitez pas à poser vos questions via le chat de l'ASFAR. C'est de l'interactivité et nous y répondrons avec plaisir. Alors je vois qu'il y a quelques
Question sur l'écho. Alors, c'est pas de la pédiatrie, mais reproductibilité chez l'adulte de l'échographie gastrique, bien sûr. D'ailleurs, c'est l'équipe lyonnaise de Lionel Bouvet qui a présenté différentes études sur l'échographie gastrique chez l'adulte. Et bien sûr, c'est tout à fait reproductible avec là même des valeurs de surface de l'antre gastrique pour avoir un cut-off entre un estomac vide et un estomac plein. Chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, les formules ne sont pas bien validées avec des écarts types qui sont assez importants. Donc, plutôt pour le moment, une évaluation qualitative plutôt que quantitative. Je t'en prie. C'est parti. C'est parti. On continue. Donc maintenant qu'on sait qu'on peut induire Samy en toute sécurité, on va regarder un petit peu ses voies aériennes, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc là, clairement, en position neutre, là, Samy, il a un petit oreiller quand même pour être bien confortable. Pardon, ça va être froid comme tout à l'heure. Et donc, je viens poser ma sonde directement ici sur le cartilage thyroïdien. Alors là, clairement, on n'y voit pas grand-chose, mais il suffit juste de monter un petit peu le gain et on va très bien voir. Donc là, vous pouvez voir notre cartilage thyroïdien. On voit notre commissure antérieure ici qui est en hyper-échogène. J'aimerais bien essayer de vous montrer des cordes vocales. Samy, est-ce que tu peux faire un mouvement de déglutition, par exemple? Voilà. Et peut-être dire un petit mot pour voir tes cordes vocales bouger? Voilà, on vient de voir ces cordes vocales bouger en direct. Et donc, vraiment, on peut voir très bien ce cartilage thyroïdien. Je vous le remets ici. Hop, cartilage thyroïdien, commissure antérieure. Pardon. Les cordes vocales qu'on voit très bien ici. Et on a les arythénoïdes qui seraient un petit peu plus profondément. Donc là, je suis au niveau thyroïdien. Je descends d'un cran et je vais aller me positionner au niveau cricoïdien. Hop, voilà. Et là, on a vraiment ce cricoïde hypoéchogène en U inversé que vous voyez ici. Un tout petit peu pour bien vous le montrer. Voilà, ici, là, vraiment, on a le cricoïde en U inversé. Et c'est là que je vais pouvoir aller essayer de repérer ma membrane en balayant. Je remonte. Je perds mon cartilage et là, j'ai mon artefact air muqueuse, enfin, mon interface air muqueuse qui est ici, qui est juste en dessous de la peau. Je n'ai plus de cartilage en face et si je remonte encore d'un tout petit cran, hop, j'ai mon cartilage thyroïdien qui réapparaît juste ici. Je redescends, membrane cricothyroïdienne ici et hop, le cricoïde qui apparaît ici. Et c'est vraiment, vous voyez, là j'ai rien. Il y a peut-être 7-8 mm entre finalement la fin du cartilage thyroïdien qui est ici, ça c'est le début, et le début du cartilage cricoïdien qui est juste ici. Donc là, on pourrait également, si on voulait, je vais essayer de prendre une belle image, hop là, elle est gelée. Donc là, clairement, on pourrait également mesurer notre colonne d'air et savoir quel est le calibre le plus faible qu'il y a ici et où est-ce que je pourrais donc passer la sonde d'intubation de la taille la plus adéquate. Je prends mon caliper par exemple et je pourrais très bien, ici, alors c'était pas ça que je voulais faire. Et par exemple, on pourrait se mettre ici. Est-ce que je peux prendre l'autre? Je peux pas. On recommence. Hop là. Hop là, ici. Alors. Et voilà. Et ici, j'ai pris un peu large quand même, mais on voit qu'on a 1 cm. Exactement entre 0,9 et 1 cm sur cette distance-là. Donc, vous voyez que c'est quand même assez précis de voir ça. On va se remettre en mode. Et donc, on a vu le cartilage thyroïdien. Ici, je descends ma membrane. Et la membrane, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut également la voir dans l'autre axe, en longitudinal. Et là, clairement, on voit très très bien les structures dont on a parlé. Vous voyez ça, c'est toujours la même chose. Cette première grosse écho là, c'est le cartilage cricoïdien. Hop, j'ai un petit peu bougé, voilà. Là, on est parfait. Si je gèle, j'ai la fin de mon cartilage thyroïdien qui est ici. J'ai mon cartilage cricoïdien qui est ici avec son écho de répétition en postérieur. En hyperéchogène, on voit très très bien cette interface air muqueuse. Et donc, on peut encore ici bien localiser notre membrane cricothyroïdienne qui est ici. Et on peut même s'amuser, si on avait envie, à la mesurer pour voir exactement comment combien elle fait, pardon. Hop. Alors, je prends mon caliper, je viens mettre ici, hop.
Et là, vous voyez que, eh bien, j'ai, voilà, clairement, 0,66 cm là. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas large. Et que si on veut faire une crico, pourtant, ça a mis à 14 ans, eh ben, on a quand même une marge de manœuvre qui est relativement toute petite, en fait, sur cette membrane. Donc, c'est facile de repérer à la main, mais clairement, l'échographie là va être capitale pour être super sécuritaire quand vous devez faire ce geste qui, je l'espère, ne vous arrivera pas trop souvent. On se remet en dynamique. On a vu cette membrane et je descends d'un cran et vous vous rappelez, quand on descend d'un cran, ce qui apparaît, eh bien, c'est la thyroïde. La glande thyroïde, ça vraiment, là, vous savez que pas de thyroïde, on n'est pas sur les anotrachéaux. Thyroïde, paf, on est forcément sur les anotrachéaux. C'est vraiment super bien visible. Et encore une fois, on a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les vaisseaux, qu'on voit très très bien ici en dynamique, la thyroïde, la glande thyroïde, l'interface air-muqueuse au niveau des anotrachéaux, les fameux échos de répétition qui montrent que Samy n'est pas intubé, comme vous le voyez d'ailleurs très bien. Et on pourrait essayer de repérer son œsophage. Alors, l'œsophage, c'est donc à gauche de la trachée. On avait bien pris le soin de repérer notre gauche de notre droit. Donc, la gauche est ici l'écran. Et ici, là, hop, pardon, je viens de passer devant. Là, voilà. Ici, juste là, on voit très bien l'œsophage de Samy, qui est ici. Est-ce que Samy, tu veux essayer de déglutir pour nous montrer un peu ? On n'a pas vu, mais on a vu que ça bougeait. En tout cas, clairement, on peut voir ici un œsophage qui a la structure. J'aimerais bien. Voilà, ici, je recommence. Tac. Sur le côté, voilà, là. Et ici, là, vraiment, vous voyez très bien. Encore une fois, tu peux peut-être déglutir ? Voilà, et on a très bien vu là la déglutition de Samy et l'œsophage de Samy. Donc clairement, ces VAS, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à connaître. Ce sont des repères anatomiques tout à fait habituels, mais on peut vraiment avoir beaucoup d'informations juste en faisant cette échographie des voies aériennes supérieures. Très bien, merci Christelle, et on passera après à la LR. Pendant que nous allons réalimenter Samy qui est à jeun, donc tu peux t'asseoir et tu vas pouvoir boire un petit jus de pomme et même manger un petit sandwich made of Sfar. Attends, hop, regarde, tiens. Pour Voilà, le coup, je t'en ai mis partout. Et il y a des petites questions qui arrivent. Je te mets ton petit sandwich ici. Il y a des questions qui arrivent. Une question sur l'échographie à laquelle je répondrai après. Est-ce que tu crois que chez l'adulte, on sait qu'il y a quelques études qui montrent qu'on peut avoir des critères d'intubation difficiles chez l'adulte ? Est-ce qu'il y a des données pédiatriques ? Est-ce que tu penses que cet examen, un jour, pourra peut-être nous prédire une intubation difficile ? Alors clairement, c'est vrai que chez l'adulte, il y a des critères d'intubation difficiles qui ont été définis en échographie, et je pense notamment en fait à tout ce qui va être l'espace sous-mandibulaire. En fait, on le sait déjà, les critères cliniques qu'on a ou anatomiques, c'est souvent la taille de cet espace sous-mandibulaire. Là, c'est pareil. En échographie, les adultes ont mesuré cet espace-là et la distance déterminée finalement était très très bien corrélée non seulement au score de Mallampathie, mais également au score de Cormack. Comme vous le savez, en pédiatrie, déjà, le Mallampathie, on n'en parle pas. C'est pas franchement corrélé avec les difficultés d'intubation. Souvent, nous, on a des patients qui ont des faciès avec des dysmorphies crânio-faciales, donc c'est beaucoup plus prédictible qu'un Mallampathie. J'ai pas retrouvé du tout de données pédiatriques qui pourraient corroborer qu'une échographie des voies aériennes supérieures, ou en tout cas de l'espace sous-mandibulaire, pouvait nous prédire la difficulté d'intubation. Donc peut-être que ce sont des travaux qu'on pourrait faire pour l'avenir. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas du tout été étudié chez l'enfant. D'accord. Et est-ce que tu crois que finalement, puisqu'on voit très bien les structures, d'intuber directement sous échographie pourrait justement nous aider à dire c'est bon, je suis bien en intratrachéal, je ne suis pas dans l'œsophage, et qui finalement en fait raccourcirait le temps de diagnostic d'une intubation trachéale ou du coup d'une intubation œsophagienne. Alors c'est vrai que la plupart du temps dans nos blocs modernes, on a le capno qui est là, mais en fait le capno parfois il est quand même, enfin pas parfois d'ailleurs, tout le temps, on a vraiment au moins 1 ou 2 temps de retard parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine inertie sur ces respirateurs, et puis on sait qu'en pédiatrie, plus l'enfant est jeune et moins je vais avoir le temps pour faire ma procédure d'intubation, parce qu'on a un temps d'apnée sans désaturation qui peut être extrêmement court, y compris lorsqu'on a fait une préoxygénation qui était adéquate. Donc oui, clairement, si on pouvait en direct voir vraiment la sonde d'intubation, alors pour être tout à fait honnête, voir la sonde d'intubation rentrer dans la trachée, c'est pas forcément évident, et voir la perte de ces échos de répétition, c'est pas non plus très évident. Par contre, ce qui est super évident, c'est que si la sonde elle rentre dans l'œsophage, ça on le voit, on ne peut pas le louper. Donc au moins d'éliminer qu'elle rentre dans l'œsophage. Si a priori elle n'est pas dans l'œsophage,
a priori c'est qu'elle est en train de tracher. Clairement, là, c'est du direct et tout de suite, on peut savoir qu'on est en place. Et je pense notamment à une autre indication, c'est quand on a un bronchospasme sévère, on n'a pas de capno, on a parfois une auscultation qui est complètement sourde et c'est pas toujours évident de s'assurer qu'on est intubé. Et bien là, clairement, c'est pareil, un coup d'échographe et si on sait qu'on n'est pas dans l'œsophage, a priori, c'est qu'on est en place. Il va falloir utiliser les moyens médicamenteux qu'on a, clairement, commencer à envoyer la ventoline, l'adresse s'il y a besoin, etc. Donc oui, clairement, ça peut avoir sa place dans ces circonstances-là. Oui, et puis pour rappel aussi, pour diagnostiquer une intubation trachéale non sélective, vous avez l'appareil d'écho, vous l'avez déjà allumé, vous avez fait votre évaluation gastrique, vous avez fait votre pose de VVP sous écho, vous avez fait votre évaluation des voies aériennes supérieures. À ce moment-là, vous avez intubé le patient. Une échographie pleurale bilatérale, c'est extrêmement rapide. Les études ont montré que c'était même plus rapide que l'auscultation, et notamment, c'est vrai que chez l'enfant, l'auscultation est parfois difficile avec des bruits transmis. Donc n'hésitez pas, vous avez votre appareil d'écho, vous avez intubé votre enfant, une écho pleurale bilatérale qui vous montre que vous êtes bien une intubation trachéale et en plus non sélective. Alors, nous allons pouvoir peut-être regarder juste si l'estomac juste après un repas est visible ou pas, parce que vous allez voir que finalement c'est plus compliqué lorsque le patient a pris un repas d'avoir de belles images. Et j'en profite pour lire une question sur le jeûne en anesthésie. C'est vrai qu'il y a des recommandations, notamment avec 6 heures de jeûne pour les solides. Et je vous rappelle aussi, j'en profite pour faire passer le petit message que maintenant les liquides clairs sont autorisés jusqu'à 1 heure avant l'anesthésie. Ne laissez pas un enfant à jeun, ça n'a que des inconvénients. Et pour rappel, il y a des guidelines européennes qui viennent de sortir, que vous pouvez trouver sur le site de l'ESAIC, et nous en parlerons probablement à l'ASFAR 2022, qui maintenant définissent un peu la place de l'échographie gastrique chez l'enfant, notamment dans le cadre de l'urgence. Vous avez un enfant, vous ne savez pas si son estomac est vide ou pas, vous pouvez faire une échographie gastrique. Et également, lorsque vous avez un doute sur une prise alimentaire, une prise de biberon, de jus de pomme, juste avant, avec peut-être l'interrogatoire des parents qui n'est pas tout à fait fiable, vous prenez votre échographie, vous pouvez évaluer le statut de l'antre gastrique, et même qu'on a pu l'avoir chez Alex là, pour le cas clinique, de faire une cinétique, de voir l'évolution. Vous avez un estomac qui vous paraît plutôt plein, vous faites patienter et vous pouvez répéter votre examen 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures après. Donc on va voir si, par hasard, une fois que Samy a un peu mangé, parce que ce n'était pas non plus un repas très important, et voyez un petit peu quand c'est en décutus dorsal, donc je répète, nous avons le lobe gauche du foie, juste en dessous cette structure avec une image anéchogène qui est la musculeuse, et en fait vous voyez qu'en décutus dorsal finalement on a l'impression que cet estomac est plutôt vide. Alors est-ce que tu peux te tourner pareil sur le côté droit s'il te plaît, un petit peu plus, voilà, super. Et voilà, donc vous voyez ici donc le lobe gauche du foie, vous avez une structure qui s'est ballonisée avec sa bouche, vous voyez, la musculeuse est devenue assez fine, et là je pense que, je ne sais pas si tu vois Samy, mais en fait on voit son sandwich made SFAR en direct, puisque nous avons une structure hyper échogène qui paraît assez homogène, au sein d'une structure liquidienne, puisqu'elle est anéchogène avec des petites bulles qui passent. Je vous rappelle que dans tous les liquides, il y a des petites bulles, et ces bulles se montrent en structure hyper échogène. Regardez comme c'est magnifique, etc. Vous voyez, ça bouge, l'estomac est ballonisé, est bien ballonné par rapport à tout à l'heure, et vous voyez ce sandwich qui se balade dans l'estomac. Et vous avez vu qu'on a finalement affiné notre diagnostic en mettant Samy en décutus latéral. Donc attention, faites toujours cet effort de mettre votre enfant en décutus latéral, puisque vous avez vu qu'en décutus dorsal, on avait l'impression que l'onde gastrique était vide, et en décutus latéral droit, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on appelle en anglais la starry night, c'est noir avec des petites étoiles, et ça c'est vraiment un contenu liquide, et ici le contenu solide qu'on peut voir qui est hyper échogène, qui se balade dans cet estomac qui est bien plein, mais tu vas pouvoir après ensuite bientôt bien sûr manger. Donc voici, là on a vu l'estomac vide, l'estomac plein, solide, liquide. Et maintenant pour la dernière partie de ce live démo, je vais laisser la parole à nouveau à Christelle qui va nous parler d'anesthésie loco-régionale sous échographie. Alors,
On l'a vu un petit peu tout à l'heure, hein, clairement, je ne vais pas vous montrer le bloc pudendal ici, ni la caudale, mais par contre, clairement, vous savez qu'on peut faire un balayage complet de la paroi abdominale grâce à l'échographe et qu'on va pouvoir finalement avoir des blocs qui vont être extrêmement précis. Je vous rappelle que sans échographie, les blocs de la paroi abdominale, en gros, c'est 75% de mauvaise position. Alors, je ne dis pas que c'est 75% d'échecs, parce qu'on sait que parfois, notamment chez l'enfant, on a de l'anesthésie locaux qui diffuse très très bien. Donc même si on n'est pas parfaitement en place, eh bien, on peut avoir une réussite, ou en tout cas pas un échec complet du bloc, mais clairement avec l'échographe, c'est 100% de réussite. On ne peut pas faire autrement, on pick in plane et on le voit. Donc par exemple, ici, j'ai gardé la sonde d'échographie là, j'aurais peut-être pu changer de sonde pour être un peu plus précise. Oui, non, je ne sais pas si je change de sonde ou pas. On peut rester comme ça. Donc si on se met au niveau de l'ombilic, pardon, je vais encore te mettre du gel, hein. Hop. Si on se met au niveau de l'ombilic, là, je suis vraiment sur la ligne blanche. Elle est en plein milieu, là. C'est la ligne blanche. Et je me décale sur le côté, alors sur le côté de votre choix. Et on voit apparaître très, très bien le grand droit, hein, ici, qui est très, très bien défini. Avec, on voit même son fascia postérieur. Et c'est, je vous rappelle ici, qu'on va pouvoir venir faire un bloc du grand droit en mettant l'aiguille à la fin du fascia, sur le fascia postérieur, et venir ici décoller le fascia postérieur du muscle grand droit de l'abdomen. Je suis au milieu, je me décale, j'ai le grand droit, je continue de me décaler, je vais arriver sur la ligne semi-lunaire, ici, ligne semi-lunaire qui signe la fin du muscle grand droit de l'abdomen. En dessous, ce qu'on voit ici, hein, c'est le péritoine. Enfin, le péritoine, c'est la membrane, bien sûr, hyperéchogène, qu'on voit se balader un petit peu si j'arrête de bouger, avec du contenu qui peut... C'est le tube digestif, hein, et son péristaltisme. Donc là, je suis sur la ligne semi-lunaire à la fin du grand droit. Et si, hop là, je continue de me décaler, eh bien, je vois apparaître les 3 muscles de la paroi abdominale, avec en premier lieu le plus superficiel, le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, et puis, vous le savez, le muscle transverse de l'abdomen. Alors, vous savez que là, on peut dérouler, on peut dérouler, on peut dérouler, et on va même dérouler, hop, en perdant un peu de profondeur, jusqu'à, hop, la terminaison du muscle transverse de l'abdomen, qui se situe juste ici. Vous voyez, là, je suis à la terminaison, ça, c'est le petit fusil. Et c'est dans ce dernier tiers du muscle transverse, entre le dernier, enfin la terminaison de ce transverse, qu'on pourrait venir positionner l'aiguille ici, dans le fascia qui sépare l'oblique interne du muscle transverse. On décolle ce fascia et là on vient faire un tape-bloc postérieur, un bloc du plan abdominal transverse postérieur. On voit très bien ici le contenu digestif se mobiliser. Donc ici, je peux très bien venir faire un tape-bloc. Je pourrais, pour une chirurgie inguinale, le faire moins postérieur si je le voulais, mais clairement, on sait qu'on ne va pas gagner en efficacité. Et je pourrais également venir faire ici, là, j'ai ma sonde d'échographie qui a juste basculé vers le bas et qui est venue se poser sur la crête iliaque. Et vous voyez qu'on voit très bien apparaître ici, hop, tous les nerfs d'intérêt, ilio-inguinal, ilio-hypogastrique. Donc, juste en béquant à peine la sonde depuis votre tape-bloc qui est ici, hein, là on est sur les 3 muscles de l'abdomen, je descends, je viens juste poser ma sonde, hop, sur les pines iliaques, et là je vois très très bien, ici on voit vraiment très très bien, en plus on voit même parfaitement bien tes nerfs, donc c'est vraiment très facile de venir positionner l'aiguille ici et de venir faire un bloc ilio-inguinal, ilio-hypogastrique. Le dernier bloc dont on pourrait parler ici, qui aurait une indication par exemple, je pense aux célioscopies parfois, hein, on a des trocars qui sont mis dans l'hypochondre, eh bien on pourrait venir faire ici, dans ces fascias-là, en essayant de décoller ici et en décollant ici, eh bien, c'est-à-dire sur la ligne semi-lunaire, de façon à pouvoir faire à la fois un bloc du grand droit et à la fois un tape-bloc, un sous-costal. On est vraiment là. Je remonte en sous-costal, voilà, ici. Et là, je vais pouvoir venir faire un
tape sous-costale et avoir une analgésie de la paroi haute de l'abdomen. Ça marche très bien pour les célios et ça marche aussi très bien, je pense, aux Nissen qu'on fait sous célioscopie, par exemple. Les Nissen, c'est les plasties anti-reflux qu'on fait chez les enfants qui sont atteints d'un reflux gastro-œsophagien. Voilà, je voulais vraiment qu'on fasse ce petit tour de la paroi de l'abdomen parce que c'est extrêmement simple. Ce sont vraiment des blocs très faciles, ça ne demande pas d'expertise avec une courbe d'apprentissage qui est très rapide. Et quand on reprend l'étude Apricot, j'ai été très très surprise de voir qu'en Europe, alors je pense que ça ne concerne pas vraiment la France, mais en Europe, il y a à peine un tiers des blocs de la paroi abdominale qui sont faits sous écho. Ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse de l'écho. Alors, clairement, on a la chance, nous, d'être un pays où on a accès à l'écho de plus en plus. On sait qu'en plus, grâce ou à cause, je ne sais pas comment dire, mais l'épidémie Covid nous a donné beaucoup de moyens. Et parfois, des échographes sont rentrés pour qu'on fasse plus d'ALR, pour qu'on endorme moins les patients, etc. En tout cas, on est un pays où on a la chance d'avoir des échographes à disposition. Donc, il faut vraiment les utiliser parce que, vous voyez, on peut tout faire avec. Voilà. Bien, merci Christelle. Il me reste 1 minute pour une dernière question. Je vois une question sur l'échographie gastrique. Peut-on se contenter finalement de la coupe en décubitus latéral droit, du coup, si plein, induction en séquence rapide, si vide, anesthésie inhalée. Et alors, pourquoi pas, j'irais même plus loin, notamment chez les patients traumatisés du membre supérieur, on va avoir du mal à les tourner. Vous les laissez en décubitus dorsal strict, vous faites une échographie de l'antre gastrique. Si l'antre gastrique vous paraît plein, là, vous n'avez pas besoin de mobiliser votre patient et le diagnostic d'estomac plein est posé d'emblée. Et c'est vrai que là, la difficulté, si jamais il est vide en dorsal, c'est que c'est soit un perlas 0, soit en 1. Et la seule façon de distinguer les deux, c'est de le mettre en décubitus latéral. Donc, c'est parfois un peu difficile chez ces patients traumatisés. Mais en tout cas, d'abord en décubitus dorsal, si votre estomac est plein, vous pouvez vous arrêter là et faire le diagnostic d'estomac plein. Donc voilà un petit peu. D'abord, je tenais à remercier Samy pour son partenariat pour ce live démo. Tu étais parfait, un patient parfaitement échogène comme on aime. Vous avez vu que vraiment, chez les enfants, les images sont magnifiques. Donc faites de l'échographie, allez en stage pour voir les différentes thématiques qu'on peut aborder avec l'échographie. Même chez les enfants endormis, faites de l'écho, ça peut vous aider. On a vu sur le guidage, sur le repérage, sur la prise de décision, sur la stratégie, sur la personnalisation. Donc voilà, on vous invite avec Christelle à prendre l'échographie pour l'anesthésie réanimation pédiatrique. On a encore plein d'autres domaines à explorer. Et donc sur ce, nous vous quittons. Nous vous souhaitons encore une bonne ISFAR. Il y a encore plein de sessions passionnantes. Je vous remercie de votre attention et on peut même se retrouver à la DARPEF le 25 et 26 mars à Montpellier. Bonne fin de journée, bonne fin de session ISFAR.